Déploiement ou non des troupes angolaises dans l'est de la RDC, le Parlement de Luanda va examiner la question ce vendredi. Attaque d'une embarcation sur le fleuve Congo vers le territoire de Kwamut. Le député provincial Moïse Makani appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour sécuriser ses administrés. Affaire AVZ cominière, qu'est-ce que l'État congolais peut gagner ou perdre? La réponse ce soir. Ouverture ce 17 mars à Yaoundé au Cameroun de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au menu, notamment les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Arrivée des troupes angolaises, le Parlement angolais va analyser ce 17 mars le déploiement ou non des troupes angolaises ici en RDC. L'annonce a été faite par la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola qui est censée en tant que Parlement donner son accord. Près de 20 écoles sont restées fermées et quelques activités paralysées dans la localité de Kalunguta suite aux attaques des présumés ADF et alliés et qui attaquent le village dans cette région. C'est à environ 30 km de Beni sur l'axe qui relie Beni et Butembo. La situation dans les territoires de Beni est très inquiète parce que à l'heure où je vous parle, la semaine passée et la semaine ici, l'ADF a eu encore à faire incursion dans plusieurs villages, là où on a eu beaucoup de morts, surtout à Bukondi, là où on a eu plus de 35. Et puis à côté, dans un autre village, 7 morts, donc ça fait déjà 42. Encore, l'ennemi a réussi à massacrer plus de 18 personnes. Là, c'est dans le village Kirindera. À 10 heures du matin, voilà, l'ennemi encore a tué dans le village Maboukou plus de 18 personnes. C'est-à-dire la semaine a été très mauvaise. Et c'est moi ici, nous risquons d'aller au-delà de 100 personnes massacrées dans les territoires de Beni. Le village Kiangendi, là on a massacré 3 corps ont été découverts. Dans les territoires de Beni, vraiment pour le moment, la situation est très mauvaise. En tout cas, tous ces villages que je viens de citer, pour essayer de se réfugier, de se déplacer, soit des réfugiés internes, de déplacés internes, c'est plusieurs écoles abandonnées. Il n'y a plus d'études. Donc, pour le moment, compter sur les études dans des écoles dans le village, il est difficile. C'est pour cela que nous demandons d'abord au gouvernement de songer sur la population à déplacement, mais aussi de renforcer la sécurité en nous amenant les effectifs, mais aussi la logistique pour essayer de défendre la population. Dans l'actualité également, 9 personnes tuées dont 8 Congolais de la RDC et une du Congo voisin, 190 disparus et 22 rescapés. C'est le bilan de l'attaque d'une embarcation en provenance de Kinshasa pour Mbandaka à l'Équateur. Selon le député provincial Moïse Makani, élu du territoire de Kwamut, ce drame s'est produit au village Ibali où des assaillants armés ont attaqué cette embarcation et ont réussi à accomplir leurs opérations en tuant des innocents et pillant la baleinière. Il recommande au gouvernement congolais de prendre des dispositions pour sécuriser toutes les embarcations qui naviguent sur ce tronçon. Une embarcation qui s'en va vers Mbandaka, à l'Équateur, en arrivant au niveau d'Ibali, il y avait 2 passagers de bord qui devraient descendre à côté de la RC, précisément au village Kabalekol, en diagonale du village Ibali, à la rive gauche de la RC. Lors de l'accostage, il y avait des coups de balle par les assaillants qui étaient à côté de cette rive de RC. Les passagers de bord de cette embarcation étaient au nombre de 220 passagers selon les rapports de l'administrateur de Kwamut. Parmi les 220 passagers, il y a 190 disparus, 8 corps qui étaient par terre, un sujet de la RC, donc les localités de vivants 22. Aujourd'hui que je vous parle en tant qu'élu, ces rescapés se trouvent à Kwamut à présent et ils sont gérés par le service d'immigration. En premier lieu,
j'attire la responsabilité de l'État congolais de mettre en place les éléments de force pour la sécurité totale de ces patriotes congolais qui meurent jour au lendemain dans le territoire de Kwamouth que je représente, et en plus demander à l'État congolais de sécuriser aussi toute embarcation. Sinon, la capitale de Kinshasa aura des préjudices qui va survenir lorsque la navigation sera interrompue par les troupes des assaillants qui menacent toutes les embarcations flottantes sur l'axe chénal. Et puis les déplacés internes ayant fui les affrontements entre Teke et Yaka installés à Maluku dans la ville de Kinshasa vivent dans des conditions précaires. Ils sont sans abri et manquent de tout. De son côté, le gouvernement assure prendre des dispositions pour répondre à cette urgence humanitaire. Plusieurs dizaines de déplacés internes avoir trouvé refuge dans ces bâtiments à Maluku. Ces hommes, femmes et enfants avaient fui les conflits interethniques entre Teke et Yaka déclenchés en juin 2022. Dépourvus des moyens, ces déplacés vivent dans des conditions précaires et manquent de tout. Regardez vous-même les conditions dans lesquelles nous dormons. On n'a pas de moustiquaires imprégnés et les moustiques piquent nos enfants qui souffrent de la malaria. Je viens de les amener tous à l'hôpital. J'ai dépensé 15 000 francs congolais pour soigner cette malaria. Deuxièmement, nous manquons à manger. En plus de ces besoins fondamentaux, se nourrir est un défi quotidien pour ces ménages. Cela fait presque 5 mois que ces déplacés internes de Kwamouth vivent sans soutien. Malgré quelques travaux journaliers entrepris, ces familles peinent à subvenir à leurs besoins. Pour manger, il faut aller couper du bois. Nous les femmes, nous commençons à transporter les briques pour trouver à manger. Si vous n'étiez pas venus, nous n'allions pas avoir à manger. Vous voyez vous-même les conditions dans lesquelles nous vivons. Même pour avoir de l'eau, c'est un casse-tête. Si tu n'as pas 100 francs congolais, c'est compliqué. Tous ces déplacés internes de Kwamouth ont la même histoire, un départ précipité pour fuir les hostilités, les regrets d'avoir tout perdu ou tout laissé derrière soi et une résignation à rester ici, faute de mieux. Dans cette école transformée en site de déplacés, certaines familles ont perdu leurs proches, dont les enfants, suite aux mauvaises conditions de vie. Une situation qu'ils décrient et sollicitent l'aide du gouvernement et ses partenaires. Si vous observez, la plupart des décès sont dus à la malnutrition. Donc, la maladie peut survenir, il n'y a pas d'argent pour se faire soigner et les personnes meurent. Nous avons besoin de rentrer pour regagner nos activités. Mais ce retour est difficile parce qu'on avait pris la fuite, laissant tout derrière nous. Cette situation est une urgence humanitaire de grande envergure pour le gouvernement congolais. Kinshasa a accueilli près de 25 000 déplacés internes de Kwamouth. Certains vivent dans des familles d'accueil et d'autres dans des centres collectifs répartis en 4 grands sites, notamment à Maluku, Kinkole, Ndjili et Mombele. Affaire AVZ communière, qu'est-ce que l'État congolais peut gagner ou perdre? Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir à 20h, dont JMK Today, c'est Kibéa, directeur général intérimaire de cette entreprise. La Chine soutient l'intégrité et la souveraineté de la RDC, c'est ce qui ressort des échanges entre le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et une délégation de la Chine. Au menu de leurs échanges, le développement des intérêts communs entre les deux pays. Plus de détails avec Jean-David Kilolo. C'est une forte délégation conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Afrique, Deng Li, qui a échangé avec le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula. Au centre de leurs échanges, des questions de développement commun. Au cours de cette séance élargie aux collaborateurs, le vice-ministre chinois a réaffirmé que la RDC est un partenaire essentiel. La position de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies est ferme et restera inchangée quant à ce. Deng Li a aussi sollicité auprès du gouvernement congolais la protection de ses compatriotes qui vivent au pays de Félix Tshisekedi. Pour sa part, Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères, a rassuré la délégation chinoise de l'engagement de la RDC dans la consolidation des relations entre les deux pays.
pour l'intérêt de deux peuples. S'agissant de la résolution du conflit à l'Est, plus spécifiquement, le fait de route de Luanda et de Nairobi sont sans alternative, a-t-il martelé. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula a proposé une commission mixte RDC-Chine pour la mise en place d'une feuille de route afin de suivre quelques projets de développement menés en collaboration entre les deux pays. Justice là que nous réclamons pour bien parler avec le Rwanda. On ne va pas changer la géographie de l'Afrique centrale. Nous sommes condamnés à rester avec le Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais le Rwanda doit savoir que nous devons être ensemble. Vous avez été avec nous pour la formation de l'armée depuis longtemps. C'est en formant l'armée, la police, comme vous avez dit, monsieur le vice-ministre, les services de sécurité, qu'on va donner à l'État congolais son autorité. Le maire de la ville de Lubumbashi a interdit la marche prévue aujourd'hui par le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi contre la hausse drastique des prix de biens sur le marché dans la province du Haut-Katanga. Dans une correspondance adressée aux responsables d'Ensemble section Lubumbashi, le maire a indiqué que toutes les marches sont interdites sur l'ensemble de la ville pendant cette période d'enrôlement des électeurs. Allez, l'actualité sur le continent au Cameroun. Ouverture ce vendredi à Yaoundé de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une première en présentiel depuis 2019 en raison de la crise de la Covid-19. Plusieurs sujets seront débattus, à savoir les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les crypto-monnaies et le financement de la communauté. Lors du sommet extraordinaire de 2019, dans la dynamique de l'Union économique monétaire ouest-africaine, le chef d'État du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique, du Tchad, du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale avaient décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et cadres de ces partenariats. La Commission de la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale et la Banque des États de l'Afrique centrale s'étaient alors vu confier la mission de proposer, dans des délais raisonnables, un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. Ce débat intervient dans un contexte d'éloignement avec l'ancienne colonie française. La Centrafrique a par exemple officialisé le Bitcoin sur son territoire en 2022, en pied de nez notamment au franc CFA, considéré par beaucoup comme un symbole de l'emprise française. La Centrafrique qui, elle, espère engranger des gains diplomatiques au cours de ces sommets de Yaoundé. Après 2019, cette année à présentiel, les différents chefs d'État de la CEMAC vont débattre sur les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les financements, les crypto-monnaies et les financements de la communauté. La question des crypto-monnaies qui intéresse évidemment la Centrafrique sera ainsi discutée alors que les cadres communautaires promis l'an dernier s'est fait toujours attendre. Il faut que la situation soit éclaircie, a reconnu Daniel Ona-Ondo, néanmoins souligné la position constante de la CEMAC. La seule monnaie qui a cours légal et pouvoir libératoire dans les 6 pays, c'est le franc CFA. Un sujet d'autant plus épineux que Bangui lorgne le poste de gouverneur de la Banque centrale, censé lui revenir l'an prochain à l'échéance du mandat du titulaire, le Tchadien Hamas Mahamat Todi. Plus loin de l'Afrique, en France, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit après le recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte. L'opposition crie au scandale et au recul de la démocratie. Dans la foulée, des motions de censure se préparent pour faire tomber le gouvernement de Elisabeth Borne. Commentaire de Gaëtan Koubaboranze. Passage en force, recul démocratique, échec, défaite. L'opposition ne manque pas de qualificatifs pour désigner le recours hier par le gouvernement français à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme des retraites. Dans la foulée de l'annonce de cette décision, plusieurs manifestations ont éclaté principalement à Paris, des soulèvements rudement réprimés par la police qui a procédé à plusieurs arrestations. Au total, 310 personnes
personnes ont été interpellées jeudi, dont 258 à Paris, lors de manifestations contre le recours du gouvernement au 49.3, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Ce vendredi, quelques manifestants ont perturbé la circulation sur le périphérique de Paris à l'appel de l'Union régionale d'Île-de-France de la CGT, alors que des blocages ont été menés à Brest et à Quimper. Le président du RN a soupçonné Macron de prendre plaisir malsain à organiser le chaos en France. Le RN d'ailleurs, avec le LFI et les Lyotes, ont déjà annoncé des motions de censure pour tenter de faire chuter le gouvernement. Le gouvernement d'Elisabeth Borne, lui, n'a pas voulu remettre en cause sa stratégie. La première ministre a même minimisé les conséquences politiques du 49.3. Sur le terrain, les syndicats n'ont pas l'intention de baisser les bras. La CGT a menacé de couper l'électricité de la préfecture et de la mairie, alors que la prochaine manifestation d'ampleur est annoncée pour le jeudi 23 mars. En sport, le championnat national de boxe clôture demain samedi avec les finales dans toutes les catégories. Hier, plusieurs résultats ont été enregistrés en demi-finale. Tenez, chez les lourds de poids de 92 kg, par exemple, Patrick Maïmoto a éliminé Jourdain Abandolo par 5 points contre 0. Regardez. La 31e édition du championnat national de boxe tire ses rideaux ce samedi à la place commerciale 7e rue limitée au grand bonheur des férus du Noblard. Des athlètes venus de plusieurs provinces du pays ont été à la hauteur de cette compétition. En demi-finale, chez les dames comme chez les messieurs, les spectacles étaient au rendez-vous. Chez le lourd de plus de 90 kg, Botokwa Inamo du Congo a gagné par forfait suite à l'absence de Kanmulambi Chilombo de Kinshasa, et Patrick Maïmoto du Kivu a éliminé Balondo Jourdain du Nord Ubangi, et Patrick Maïmoto du Kivu a éliminé Jourdain Balondo du Nord Ubangi par 5 points à 0. Et dans la catégorie de 90 kg, Alain Toumba des forces armées de la RDC s'est qualifié en finale après sa victoire sur Mosso Kissa de la police nationale congolaise. Chez le moyen de 75 kg messieurs, Ebuta Tony de la Chopo a eu raison de Tchala Idriss de Maïndombe par 4 contre 1. A noter également 7 prouesses de Willy Moundandi du Kassai oriental face à Rigo Bitangila de la Penzi par 5 à 0 et tant d'autres résultats. Ouais, j'étais bien préparé. Vraiment, c'est grâce à Dieu aussi que je fais cela. Merci à mon Dieu. Une édition de championnat national en plein air, question de vulgariser la boxe et inciter les jeunes à la pratique de ce sport de combat afin de lutter efficacement contre le banditisme urbain. De la culture pour terminer, Je m'appelle Congo, c'est le titre d'une chanson qui présente de manière succincte l'ère des Congo. Elle évoque non seulement sa grandeur sur le plan historique et géographique, mais aussi dénonce les misères et les hostilités dont elle est victime, tout en appelant au rafraîchissement de l'élan patriotique. Bob Ambongo a rencontré son auteur. Je m'appelle Congo. La flamme de l'amour de la patrie ne doit jamais s'éteindre. Elle doit au fil du temps être ravivée. Tout le peuple congolais se doit de connaître ses origines, le potentiel de son territoire, don béni de Dieu, avec ses innombrables richesses. C'est le sentiment qui anime l'auteur de la chanson Je m'appelle Congo, Jeannot Mokili, qui sur un fond musical au tempérament fougueux et doux à la fois, appelle à l'appartenance d'une identité commune, le Congo. Je m'appelle Congo. Alors dans cet album-là, avec 10 titres, vous verrez qu'il y a la chanson Je m'appelle Congo elle-même. Donc j'essaie toujours de faire en sorte que mon message conduise le Congolais vers l'esprit. Mais aussi, c'est un message éducatif. Je suis enseignant à l'université. Et donc, je voudrais qu'à travers mes chansons, j'éduque la jeunesse. L'œuvre apparaît à la suite d'une série de tubes qui visent la transformation civique et l'épanouissement mental de l'homme congolais en général et de la jeunesse en particulier. Je fais une musique qui est très patriotique. Elle est patriotique et elle est éducative. Dans le titre de mes chansons, que ce soit cet album d'aujourd'hui ou les albums que j'ai déjà produits par le passé. Mon tout premier album, je l'ai intitulé SOS Congo. C'était par rapport au début de la guerre à l'Est.
Et j'ai lancé un cri d'alarme pour qu'on puisse aider les Congolais à résoudre ces problèmes. Produit artistique d'un éducateur, écrivain, artiste, de surcroît professeur d'université, Je m'appelle Congo de Jeannot Mokili est une interpellation à l'endroit de tout Congolais sur son devoir de la défense de la patrie et de la croissance intégrale du pays. Place au rappel des titres. Déploiement ou non des troupes angolaises dans l'est de la RDC, le Parlement de Luanda va examiner la question ce vendredi. Attaque d'une embarcation sur le fleuve Congo vers le territoire de Kouamout. Le député provincial Moïse Makani appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour sécuriser ses administrés. Affaire AVZ communière, qu'est-ce que l'État congolais peut gagner ou perdre? Vous suivrez les réponses dans JMK Today ce soir. Ouverture ce 17 mars à Yaoundé au Cameroun de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au menu, notamment les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse. C'est avec Grace Salambo qui me rejoint sur ce plateau. Grace, bonjour et bienvenue. Maintenant, vous pouvez me rejoindre. Un seul sujet traité dans votre revue de presse, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC qui fait encore d'ailleurs la une des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Tout à fait, Gloria. Et à ces sujets, le journal titre à sa une « Processus électoral ». Le coup de gueule de Denis Kadima, le rédacteur de cet article, note que le président de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé dans une interview accordée à Jeune Afrique l'urgence de prendre au sérieux le problème sécuritaire dans certains territoires de la République démocratique du Congo pour la bonne marche du processus électoral. Selon le patron de la centrale électorale, la situation sécuritaire préoccupante avec les groupes armés à l'est du pays ne permettrait pas de poursuivre aisément ce processus électoral. La CENI ne peut pas se déployer là où il y a la guerre. D'un journal à un autre, Forum des As rapporte que les groupes armés et le gouvernement congolais tiendront dans les prochaines semaines une séance de pourparlers de paix dans l'est de la RDC après 3 premières réunions au Kenya. La ville de Nawasha, à une centaine de kilomètres de Nairobi, accueille un atelier préparatoire de Nairobi 4, la 4e Gloria, phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Abordant le même sujet, le journal La République signale que selon l'ONU, plus de 100 000 personnes ont été déplacées et des dizaines autres tuées à la suite des attaques des groupes armés dans la province du Nord Kivu. Citant des sources humanitaires, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Djurak, a déclaré que plus de 50 000 personnes ont été déplacées de la cité de Rouge-Tourou pour trouver refuge à Kiribizi et aussi quelques 55 000 autres personnes du territoire de Massissi ont fui vers les villages voisins et vers la ville de Goma et vers la cité de Minova. Et du coup, le journal Ouragan pointe du doigt l'ONU et revient sur les propos de Léon Kengo Adondo. À l'en croire, le drame congolais, c'est l'ONU. Emmanuel Macron avait cru dédouaner la communauté internationale, l'ONU notamment, de sa responsabilité historique du drame congolais, en accusant très excessivement les Congolais d'avoir échoué de stabiliser leur pays. Le président français s'était tiré une balle dans le pied car, selon Ouragan, l'ONU garde bien des cadavres dans le placard. En visionnant les propos testamentaires de l'ancien premier ministre zaïrois encore vivant, le Congo-Kinshasa a été livré aux canards qui l'ont transformé à un Far West, toujours en rapport avec la situation sécuritaire du site RFI.fr. Nous apprenons que le Parlement angolais va examiner
les déploiements d'un contingent militaire dans l'est de la RDC. Et selon la présidence angolaise, cette unité a pour mission de sécuriser les zones des cantonnements du M23 et la protection des membres du mécanisme de vérification dirigé par un général angolais. Quand bien même officiellement Gloria, cette force n'aura pas un mandat offensif. Selon les autorités congolaises, ces déploiements suscitent beaucoup d'espoir. Et le journal qui revient sur l'allocution du président du Sénat lors de la rentrée parlementaire indique que le professeur Modeste Bahati a laissé entendre que la session de mars, au-delà des activités législatives dont l'examen et l'adoption des projets et propositions de loi, va se pencher également sur la question liée à la sécurité dans la partie est du pays en proie à une agression de la part du M23 soutenu par le Rwanda. Le président du Sénat a salué les efforts du gouvernement dans la recherche des solutions pour instaurer l'autorité de l'État. Bahati n'a pas manqué de déplorer la résurgence du banditisme urbain, les phénomènes Kuluna qui refait surface malgré les résultats satisfaisants du programme de réinsertion de ces jeunes désœuvrés à Kanyama-Kasetse. Et pendant ce temps, Actualité.cd martèle de son côté qu'une milice formée et opérationnelle dans plusieurs villages du territoire de Kwango, au Maïndombe, dans la commune de Maluku, ici à Kinshasa Gloria, dans le plateau de Bateke, la milice est dénommée Mobondo. Merci, Grâce Sadambo, pour ce tour d'horizon. Merci à vous, Gloria, c'était un plaisir. C'en est fini pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue.